Lorsqu'une ex-reine de beauté est retrouvée inconsciente dans sa baignoire en avril 2007, tout indique qu'elle a été victime d'un simple accident domestique. C'est du moins ce que les enquêteurs pensent au premier abord. Comment imaginer que la mort de cette femme, qui semblait avoir une vie familiale idyllique, cachait l'une des manipulations les plus sophistiquées de l'histoire criminelle américaine? Parce que quand un médecin de profession commence à insister pour que sa femme subisse un lifting facial, la frontière entre attention bienveillante et plan méticuleux devient vraiment très floue. Aujourd'hui, je vous raconte une affaire troublante, dans laquelle les mensonges se sont accumulés comme des couches de vernis sur un meuble ancien. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Le cas d'aujourd'hui est l'un des plus vicieux dont j'ai entendu parler, et vous avez de la chance parce que je vais vous le raconter. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent, il y en a des bien gratinées. C'est parti. Le 11 avril 2007, Michelle McNeil est en convalescence dans sa maison à Pleasant Grove, une petite ville située dans l'Utah, aux États-Unis. Elle est âgée de 50 ans, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne se remet pas d'une maladie, juste d'une opération de chirurgie esthétique subie 8 jours plus tôt. Son visage porte encore les marques d'un lifting facial complet. Une procédure assez lourde, qui nécessite un certain temps de récupération. Après, bien sûr, ça dépend de qui vous a charcuté, parce qu'il y en a qui se sont jamais remis de leur voyage en Turquie. Sa fille, Alexis, étudiante en médecine, s'est occupée d'elle pendant les premiers jours suivant l'intervention. Mais la veille, elle a dû retourner à l'université. Elle a donc laissé sa mère aux bons soins de son père, Martin, qui au passage est très bien placé pour ce faire, vu qu'il est médecin. Ce matin-là, tout semble aller pour le mieux. Martin dépose ses enfants à l'école, puis se rend à son travail. Alexis appelle sa mère vers 8h45 pour prendre de ses nouvelles. Et cette dernière lui assure qu'elle se sent bien. Mais quelques heures plus tard, elle reçoit un second coup de fil. Au téléphone, c'est son père, complètement paniqué, qui lui dit qu'il a trouvé Michelle inconsciente dans la baignoire, qu'elle ne respire plus, et qu'il a dû prévenir les secours. Des tentatives de réanimation sont entreprises, mais malgré ses efforts, le décès de la victime est prononcé après son arrivée à l'hôpital. Quand le médecin légiste examine son corps, il conclut qu'il s'agit d'une mort naturelle, due à une maladie cardiovasculaire aggravée par de l'hypertension et une myocardite. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Une quinquagénaire qui venait de subir une lourde opération a succombé à une crise cardiaque en prenant son bain. C'est très triste, mais loin d'être improbable. Cependant, certains éléments troublent les proches de Michelle, qui commencent à se poser des questions sur les circonstances exactes de son décès. Mais avant d'explorer ces questions, remontons dans le temps pour comprendre qui était Michelle McNeil et comment elle en est arrivée là. Michelle Mary Somers est née en 1957 à Concord, en Californie, dans une famille aimante et très pieuse. Dès son plus jeune âge, elle étonne par sa capacité à briller sur tous les fronts. Elle prend des cours de violon et de théâtre, avant de devenir cheerleader. Michelle est belle, sportive et très appréciée de tous ceux qui la côtoient. Une popularité qui lui permet même d'être couronnée reine de son bal de promo. Et tout ça, elle l'accomplit sans négliger ses études, parce que tout au long de sa scolarité, elle a d'excellentes notes. Après sa majorité, ses expériences sont variées. Michelle part en Suisse dans le cadre d'un échange étudiant, travaille comme mannequin et remporte le titre de Miss Concorde en 1976. En gros, elle a tout pour elle et un avenir radieux qui lui tend les bras. Cependant, en début de vingtaine, il lui manque encore quelque chose de très important à ses yeux. L'amour. Le rêve de Michelle, c'est avant tout de trouver sa moitié. L'homme avec qui elle se mariera et fondera une famille. Tout comme ses parents, c'est une membre dévouée de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus communément appelée Église mormone. Et c'est justement sa religion qui va lui permettre de faire la rencontre qu'elle espérait tant, celle qui va tout changer pour elle. C'est au cours d'une activité destinée aux jeunes adultes mormons qu'elle croise le regard de Martin McNeil. Il a beaucoup de charme, ne manque pas de confiance en lui, et vient tout juste de rejoindre la communauté mormone. À ce moment-là, Michelle a 21 ans, et Martin, un an de plus qu'elle. Le coup de foudre est immédiat. Alors malgré les objections de la famille Somers, qui trouve le jeune homme trop contrôlant, le couple décide de se marier rapidement. Le 21 février 1978, ils s'enfuient pour se dire oui en secret. Mais le début de leur relation
est marqué par quelques difficultés. 4 mois après leur mariage, Martine a des soucis qui le tiennent éloigné de son foyer pendant une demi-année. Seulement, malgré cet imprévu, les jeunes mariés persévèrent. Et force est de constater qu'ils ont eu raison, parce que d'année en année, ils semblent s'épanouir, que ce soit chacun de leur côté ou ensemble. Martine décide de poursuivre une carrière médicale et obtient un diplôme en médecine ostéopathique. Un peu plus tard, il décroche un second diplôme, cette fois en droit. Officiellement, il peut donc exercer le métier d'avocat, cependant il ne le fait pas et préfère s'en tenir à la médecine. Alors je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais j'ai fait des études en droit et j'avais déjà limite un pied dans la tombe. Comment ils trouvent le temps de faire 2 spécialités aussi pointues? Michel, quant à elle, se consacre principalement à élever leurs enfants, qui n'ont d'ailleurs pas tardé à arriver. En l'espace de 5 ans, elle a donné naissance à 4 enfants, 3 filles et un garçon, Rachel, Vanessa, Alexis et Damian. Mais après ça, le couple McNeil n'en reste pas là et décide d'adopter 4 enfants supplémentaires, parmi lesquels 3 sont originaires d'Ukraine. Gisèle, Ellie et Sabrina. La 8e de la tribu, Ada, est présentée comme ayant également été adoptée là-bas. Mais il s'agit en réalité de la fille biologique de Vanessa. Michel et Martine sont en fait ses grands-parents. Mais bon, ils l'élèvent comme leur propre fille. Cette grande famille unie représente l'incarnation du rêve américain, qui peut être un cauchemar pour certains, ceci dit. Les enfants sont proches de leurs parents, ils ne manquent de rien et sont tous bien élevés. En 2007, la famille McNeil vit dans une communauté fermée à Pleasant Grove, dans l'Utah. Et ils sont des participants très actifs de leur congrégation mormone. Martin est devenu directeur du Medical Utah State Development Center, un établissement pour personnes handicapées situé à American Fork. Il a également été évêque, ce qui lui confère un statut respectable au sein de la communauté. Cette influence vient s'ajouter à son charisme et à sa confiance en lui. Donc il en impose, comme on dit. De l'extérieur, les McNeil ont tout pour plaire. Un père médecin et juriste, une ancienne reine de beauté devenue mère au foyer, et 8 enfants épanouis. Cette vie stable et prospère, c'est tout ce dont Michel avait toujours rêvé. Malheureusement, les choses allaient rapidement prendre une tournure bien différente. Au début de l'année 2007, quelques changements s'opèrent dans la dynamique familiale. À l'approche de ses 50 ans, Martin semble traverser ce que certains pourraient qualifier de crise de la quarantaine. Il commence à prêter davantage attention à son apparence, perd du poids, passe du temps à la salle de sport pour gagner en muscles, et se met à fréquenter les salons de bronzage. C'est dans ce contexte que l'idée d'un lifting facial pour Michel est posée sur la table. Non content d'être devenu légèrement obsédé par son physique, Martin suggère à sa femme qu'elle pourrait, et devrait, faire la même chose. Sympa. Cela dit, quitte à être indélicat, l'homme propose au moins de payer pour l'intervention. Puis il évoque un possible départ en croisière romantique après ça. Michel n'a encore jamais fait de chirurgie esthétique, ça ne l'a même pas tenté jusque-là. Donc dans un premier temps, elle est très hésitante. Mais elle finit par accepter, que ce soit pour faire plaisir à son mari ou pour raviver une complicité amoureuse que le temps a un peu érodée. Elle dit oui. Une fois l'accord de Michel obtenu, Martin prend en charge l'organisation de ses rendez-vous avec le docteur Scott Thompson, un chirurgien esthétique. Après ça, il ne se contente pas de l'accompagner. Il participe activement aux consultations, jusqu'à orienter les décisions médicales qui sont prises. Avant la procédure, Martin accompagne Michel chez un médecin généraliste, pour qu'il confirme que l'opération est effectivement sans danger. Sauf qu'il ne le fait pas. Le docteur constate que Michel souffre d'hypertension artérielle, donc il lui recommande de reporter l'intervention. Mais son mari n'est pas d'accord. Il tient à ce que l'opération ait rapidement lieu et insiste pour qu'il n'y ait aucun report. Malgré cet avis médical défavorable, Martin et Michel se présentent à l'évaluation préopératoire avec le chirurgien, accompagné d'Alexis. Avant le rendez-vous, cette dernière remarque que son père note sur un papier des noms de médicaments qu'il souhaite que le médecin prescrive à sa mère. En chemin vers le cabinet, Michel elle-même exprime son désir de reporter l'opération. Au moins, le temps que sa tension baisse. Normalement, après un lifting facial, les médicaments prescrits incluent un analgésique, un antibiotique, un somnifère, un anti-inflammatoire et une pommade ophtalmique. Mais curieusement, Martin demande des médicaments supplémentaires et plus puissants au chirurgien. En plus de la prescription classique, il veut du Percocet, un antalgique aussi fort que la morphine, du Lortab, un autre analgésique assez costaud, mais aussi des quantités accrues de Phenergan et de Valium, qui sont respectivement un antipsychotique antihistaminique et un anxiolytique. Le docteur Thompson trouve cette demande assez bizarre
parce qu'il ne prescrit normalement pas de Valium ou de Percocet à ses patients. Simplement, étant donné que Martine est également médecin et qu'il lui assure qu'il s'occupera de tout, le chirurgien accepte de faire cette prescription. Il prévient seulement Michel qu'elle doit prendre chaque pilule séparément. Et il est formel. Elle doit absolument éviter de faire des mélanges et ne jamais toutes les prendre en même temps. Michel est opéré le 3 avril 2007. Et après son retour à la maison, Alexis remarque que sa mère a l'air à l'ouest. Elle semble anormalement sédatée. Et quand elle interroge son père à ce sujet, il lui explique qu'il lui a peut-être donné trop de médicaments. Elle a vomi peu après avoir pris ses dernières pilules, donc il a dû lui en redonner. Inquiète pour le bien-être de Michel, Alexis décide de prendre en charge sa médication à partir de là. Durant sa convalescence, sa mère lui confie certaines de ses inquiétudes. Elle semble parfois même très troublée, mais ses conversations restent privées. Pour se protéger d'une possible surmédication, Michel demande à Alexis de lui faire toucher chaque pilule pendant un moment, afin qu'elle puisse les identifier à coup sûr. Il lui est impossible de faire autrement parce qu'elle a encore des bandages et ne peut pas voir clairement à ce stade post-opératoire. Dans les jours qui suivent, l'état de Michel s'améliore progressivement. On lui retire ses bandages et elle retrouve enfin son indépendance, ainsi que sa mobilité. Elle commence même à réduire les doses de médicaments qu'elle prend. Par conséquent, le 10 avril 2007, Alexis retourne à ses études de médecine. Elle est entièrement convaincue que sa mère se remet bien de son intervention et qu'elle est à présent capable de se débrouiller toute seule. Le jour suivant, à 8h45, Michel discute avec elle au téléphone. À ce moment, elle a l'air heureuse et elle se sent si bien qu'elle prévoit d'aller chercher les enfants à l'école plus tard. Malheureusement, comme vous le savez déjà, ce n'est pas comme ça que les choses se sont déroulées. Quelques heures après, dans la matinée, Michel s'est éteinte seule chez elle. En début de journée, Martine est partie au travail comme d'habitude. Et après avoir récupéré Ada à l'école vers 11h35, ils rentrent ensemble chez eux. En arrivant à la maison, l'homme reste dans la cuisine et demande à sa fille d'aller chercher sa mère. L'enfant de 6 ans appelle Michel, mais elle ne répond pas. Alors elle commence à fouiller les pièces, jusqu'à la trouver inconsciente dans la baignoire de la salle de bain principale. Malgré son jeune âge, Ada comprend immédiatement que quelque chose ne va pas et elle crie à l'aide. Alertée, Martine déboule dans la salle de bain et appelle le 911, mais dans un premier temps, il fournit une adresse erronée et raccroche brusquement. Bon, on peut se dire qu'il est peut-être confus à cause du choc, mais la suite des événements n'est pas moins étrange. Juste après s'être fait raccrocher au nez, l'opératrice du 911 rappelle Martine. Il décroche, puis dit que sa femme est tombée dans la baignoire, qu'elle est inconsciente sous l'eau et qu'elle ne respire plus. Ensuite, il précise qu'il a commencé à vider la baignoire pour pouvoir lui administrer un massage cardiaque, avant de raccrocher à nouveau, alors qu'une ambulance est en route. Martine est incapable de soulever Michel. Donc il envoie Ada chez un couple de voisins, dans l'espoir qu'ils puissent venir l'aider à la sortir de la baignoire. Par chance, ces derniers acceptent immédiatement de suivre l'enfant jusque chez elle. Et une fois la victime au sol, le massage cardiaque reprend. Le voisin s'occupe des compressions thoraciques, tandis que Martine fait du bouche à Michel. Quand les ambulanciers arrivent et prennent le relais, l'homme est complètement hystérique. On a même l'impression qu'il est en colère. Il dit qu'il n'a pas été absent de la maison longtemps et qu'il est possible que sa femme ait fait une overdose dentalgique avant de glisser dans la baignoire en se cognant la tête. Quoi qu'il en soit, personne ne parvient à stabiliser Michel. Et à l'arrivée des secours à l'hôpital, son décès est prononcé. Les premiers examens médicaux concluent à une mort naturelle. Et l'autopsie confirme qu'elle est accidentelle. Michel a apparemment fait une crise cardiaque, une disparition très soudaine qui choque autant qu'elle surprend. Surtout parce que la mère de famille n'avait que 50 ans et qu'avant l'opération, elle était en très bonne forme. En dehors d'un taux de cholestérol parfois un peu plus élevé que la moyenne et de ses soucis d'hypertension, elle se portait même à merveille. Les obsèques de Michel ont lieu le 14 avril 2007, soit 3 jours seulement après son décès. Et Martine interdit formellement aux Somers d'y assister, parce qu'il ne les aime pas. En revanche, une inconnue aux longs cheveux noirs assiste à l'enterrement. Et tous les proches de la défunte se demandent ce qu'elle fait là, parce qu'ils ignorent qui elle est. Simplement, personne ne lui pose la question. Et dans les semaines qui viennent, la vie doit continuer pour la famille McNeil. Martin est désormais veuf, et avec plusieurs enfants mineurs encore à charge, il fait face à de nouveaux défis. Comme beaucoup d'hommes dans sa situation, il doit réorganiser sa vie familiale. C'est comme ça qu'une dénommée Gypsy Gillian Willis entre dans le tableau. Martine l'engage en tant que nourrice pour s'occuper de ses 4 jeunes enfants. Mais cette décision, prise à peine 2 semaines après le décès de Michel, étonne pas mal. On peut même dire qu'elle suscite des réactions très mitigées au sein de la famille.
Et ça ne va pas en s'arrangeant. Dans les mois qui suivent, plusieurs événements interpellent les McNeil, mais également leur entourage. Gypsy pose rapidement ses valises dans la maison. Cela dit, une fois installée, elle ne fait rien. Ou en tout cas, pas ce pourquoi elle a été embauchée. La femme de 31 ans ne fait pas le ménage, ne prépare pas les repas et ne s'occupe pas des enfants. En plus de ça, elle se comporte comme si elle était la maîtresse des lieux et semble visiter la chambre de son employeur à la nuit tombée. Ça pue, hein? Eh ben vous êtes pas les seuls à voir venir un truc pas clair. Sans surprise, les enfants adultes de Martine et Michel ne tardent pas à remarquer tout ça. Mais quand ils essaient de la remettre à sa place, leur père s'interpose pour la défendre. Martine n'hésite pas à les envoyer franchement bouler, voire même à leur demander de quitter la maison familiale, sous prétexte qu'ils ont mal parlé à Gypsy. Une réaction aussi injustifiée qu'excessive, étant donné que le déclencheur de ces conflits récurrents est l'attitude problématique d'une femme censée n'être qu'une simple nounou. Et si justement, elle n'était pas que ça? Voilà une question qui pousse à se demander ce qui lie réellement Gypsy à Martine, et à s'intéresser plus sérieusement aux circonstances étranges qui entourent la mort de Michel. Il se trouve que pendant sa convalescence post-opératoire, Michel s'était confié à Alexis et lui avait dit « S'il m'arrive quelque chose, assure-toi que ce n'est pas ton père ». Ça, c'était le 6 avril 2007, soit 5 jours avant sa mort. Sur le coup, l'étudiante en médecine n'avait pas compris pourquoi elle lui disait ça. Elle s'était même énervée. Après tout, sa mère venait de sous-entendre que son père était capable de la tuer. Une idée complètement délirante pour leur fille à ce moment-là. Seulement, quand Alexis a constaté que Michel est effectivement morte d'une façon très soudaine, ces mots ont commencé à prendre du sens dans sa tête. En plus, quand elle est revenue chez ses parents après le décès de sa mère et qu'elle a cherché ses médicaments, elle ne les a pas trouvés. Tous les flacons avaient disparu. Questionnée à ce sujet par sa fille, Martine a affirmé qu'il s'en était débarrassé, parce qu'il était devenu trop difficile pour lui de les voir, en sachant qu'ils avaient causé la mort de Michel. Mais est-ce réellement la vérité? Parce que lorsque les enfants du couple commencent à avoir des doutes au sujet de leur père, ils décident de consulter ses relevés téléphoniques et remarquent quelque chose. Bien avant le décès de Michel, Martine appelait très régulièrement un numéro de téléphone, qui n'était pas celui de sa femme. En faisant quelques recherches, Alexis et sa sœur Rachel découvrent que la personne à qui il appartient n'est autre que Gypsy, la prétendue nourrice engagée par leur père. À partir de là, les enfants de Martine ont très vite la certitude qu'il a une nouvelle petite amie, voire même qu'il trompait leur mère avec elle, même s'ils s'en doutaient déjà auparavant. Cette infidélité, Michel elle-même pensait en être victime, parce qu'elle avait constaté que son mari fuyait la maison dès qu'il en avait l'occasion. Et elle en avait parlé à Alexis. Martine semblait passer sa vie au travail, et sa soudaine crise de la quarantaine avait l'air d'être due à une envie de séduire, non à un besoin de se plaire à nouveau à lui-même. En février 2007, Michel s'était armé de tout son courage pour faire part de ses soupçons à son mari. Mais il avait balayé ses inquiétudes d'un revers de la main à plusieurs reprises. Il les avait qualifiées d'infondées et avait prétendu que s'il s'était mis à soigner son apparence, c'était uniquement pour son plaisir personnel. Puis il avait fini par détourner l'attention de sa femme en lui disant qu'à vrai dire, elle ferait mieux d'en faire autant. C'est de là qu'est partie l'idée du lifting facial. Plus la famille de Michel apprend de choses, et plus elle doute qu'elle soit réellement morte de cause naturelle. Alors ses proches se mobilisent. Ses enfants, ainsi que sa sœur, Linda Klouf, rassemblent un maximum d'informations, mais peinent à convaincre les autorités. En effet, les membres des forces de l'ordre que le groupe contacte sont persuadés que les filles de Martine sont en colère, juste parce qu'il a probablement été infidèle à leur mère. Une lettre est alors envoyée au gouverneur de l'Utah, John Huntsman, et au bureau du procureur du comté pour leur demander d'enquêter sur la mort de Michel. Les médias sont également contactés. Et à force d'initiative, la famille de la victime obtient gain de cause. Des investigations débutent enfin, et dès que les enquêteurs creusent un peu du côté du passé de Martine, ils découvrent qu'il est loin d'être l'homme respectable qu'il se vante d'être. Il est même plutôt l'inverse, parce qu'il a en réalité menti durant une grande partie de sa vie, et on peut dire qu'il a commencé assez tôt. Martine s'est engagé dans l'armée en 1973, à l'âge de 17 ans. Mais il a été placé en congé d'invalidité 2 ans après, parce qu'il était schizophrène. Enfin,
soi-disant. Ces troubles psychologiques, il les a sûrement inventés de toutes pièces, juste pour pouvoir toucher les prestations versées aux anciens combattants. Et on ne parle pas d'une petite somme, mais de quelques 3000 $ mensuels qu'il perçoit toujours à l'heure actuelle, en complément de ses revenus très confortables de médecin. Un métier qu'il pratique d'ailleurs en toute illégalité, dans le plus grand calme. Parce que pour pouvoir intégrer la faculté qui lui a délivré son diplôme de médecine ostéopathique, Martin a falsifié ses relevés de notes. Oui, au lieu d'utiliser ses propres résultats, sûrement insuffisants, il a tout simplement présenté ceux de quelqu'un d'autre. Cette fraude aurait dû être rapidement détectée, mais l'intelligence, le charisme et la capacité de manipulation du père de famille l'ont aidé à passer entre les mailles du filet. Il faut dire qu'il est difficile de mettre en doute les affirmations d'une personne qui a son aplomb, parce que de l'avis de tous, le gars serait capable de vendre la tour Eiffel à quelqu'un. Ne rigolez pas de la comparaison, parce que c'est vraiment arrivé. Bref, un mensonge en entraînant un autre, Martin a aussi fraudé pour décrocher son diplôme de droit. En fait, c'est simple. Il ne recule devant rien et il apprécie tout particulièrement l'argent facile. Pour ça, l'argent facile, on va pas lui jeter la pierre. Dans sa vingtaine, il a eu des ennuis avec la justice, parce qu'il avait ouvert un compte juste pour faire une tonne de chèques en bois. Il s'est offert 60 paires de chaussettes et 1 an de livraison de cerises enrobées de chocolat, entre autres. On peut dire sans risquer de se tromper qu'il a un sens des priorités absolument admirable. Le fameux souci qui l'avait tenu éloigné de son foyer peu après son mariage avec Michel, c'était une condamnation à cause de tout ça. Martin a pris 6 mois ferme, mais quand il est sorti, il a quand même réussi à frauder pour entrer à l'école de médecine, alors qu'il était toujours en liberté surveillée à ce moment. Mais la découverte la plus importante qui est faite par les enquêteurs concerne sa relation avec Gypsy. Les investigations révèlent que Martin a commencé à la voir en novembre 2005, donc bien avant la mort de Michel. Ils se sont rencontrés en ligne, et au départ, Gypsy, décrite comme froide et calculatrice par sa propre famille, ne cherchait qu'une simple aventure sans lendemain. Cependant, ils ont immédiatement eu des atomes crochus. Et c'est finalement une histoire suivie qui a vu le jour. Leur relation s'est intensifiée en 2007, juste avant que Michel ne décède. Le jour même, Martin et Gypsy se sont parlé 2 fois et ont échangé 30 messages. Un comportement qui ne correspond pas franchement à celui d'un mari accablé par le chagrin. L'inconnu aux longs cheveux noirs qui s'est incrusté à son enterrement, c'était d'ailleurs sa maîtresse, venu en pensant que le veuf aurait peut-être besoin de son soutien. Mais de toute évidence, ce n'était pas nécessaire, parce qu'il a fait un deuil éclair. Peut-être grâce aux photos suggestives qu'il a reçues de la part de la jeune femme le lendemain des obsèques. 3 mois seulement après le décès de Michel, le couple part dans le Wyoming, parce que Gypsy veut présenter Martin à sa famille pour la première fois. Là-bas, devant tous ses proches, il entame un speech d'amoureux transi, puis il met un genou à terre et demande sa petite amie en mariage. Après ça, Martin ne cherche même plus à se cacher. Michel est décédé et il veut vivre pleinement la nouvelle vie qui s'offre à lui. Des plans auxquels ses plus jeunes enfants font à présent obstacle. L'homme commence alors à chercher une autre famille pour les 3 filles qu'il avait adoptées en Ukraine. Et il en trouve une en Californie. Ah bah ça c'est radical. Forcément, quand ses enfants biologiques apprennent ça, ils voient rouge et s'y opposent fermement. En réponse, Martin n'hésite pas à menacer Alexis de la faire expulser de l'université où elle poursuit son cursus de médecine. Là, je crois qu'on tient le père de l'année. Finalement, il change de tactique, parce qu'il se dit qu'il y a peut-être un avantage à tirer de cette situation. Et maintenant, accrochez-vous, parce que vous n'êtes pas prêt pour la perversité du truc qu'il a mis en place. Au départ, Martin dit qu'il compte envoyer sa fille Gisèle, qui a 16 ans à ce moment-là, passer ses vacances d'été en Ukraine, parce qu'elle y a encore de la famille. Jusque-là, bon, tout va bien. Sauf que ce séjour, censé être long de 2 mois, s'éternise. Et pendant ce temps-là, Gypsy devient une autre personne. Il s'avère que la fiancée de Martin a plusieurs dizaines de milliers de dollars de dettes fiscales, auxquelles il lui propose de l'aider à échapper, en usurpant l'identité de sa fille. Gypsy accepte, et par la suite, elle acquiert frauduleusement un numéro de sécurité sociale, plusieurs cartes d'identité civile et militaire, et un certificat de naissance. Elle devient Gillian Giselle McNeil et ouvre des comptes bancaires à son nouveau nom. En déposant une requête auprès du tribunal, le couple parvient même à faire reculer officiellement la date de naissance de Gisèle de 20 ans, de la vraie Gisèle.
ce qui est juste dingue. Après avoir pris le nom de famille de Martine, Gypsy arrive à se faire passer pour son épouse, en utilisant régulièrement un faux certificat de mariage. Une union prétendument célébrée le 11 avril 2007. Oui, le jour de la mort de Michel. Quand je vous disais que Martine ne reculait devant rien, je vous ai pas menti. Mais franchement, il faut admettre qu'il a bien choisi sa compagne. Au niveau absence de moralité et d'honnêteté, ils se complètent parfaitement. Cette usurpation d'identité est découverte lorsque Linda, la sœur de Michel, apprend que sa nièce est toujours en Ukraine en avril 2008, soit près d'un an après son départ. Elle organise immédiatement son retour aux États-Unis. Mais évidemment, quand il y a deux personnes qui possèdent la même identité sur le sol américain, ça coince. En conséquence, Martine et Gypsy sont arrêtés et reconnus coupables de vol d'identité au niveau fédéral. En septembre 2009, monsieur est condamné à 4 ans de prison et madame à 3 ans de probation avec crédit des 180 jours de détention préventive qu'elle a déjà effectués. Pendant que Martine est à l'ombre, l'enquête concernant la mort de Michel suit son cours. Les autorités découvrent que dans les semaines précédant les faits, il avait commencé à se plaindre régulièrement de problèmes de santé. Il se déplaçait avec une canne, boitait et balançait des bobards en veux-tu en voilà. À l'église, il avait dit aux membres de la congrégation qu'il souffrait d'un cancer et qu'il lui restait moins d'1 an à vivre. Bizarre parce que 2 ans après la mort de Michel, il est toujours vivant. À ses collègues, il racontait avoir d'autres soucis de santé, qui allaient d'une neuropathie périphérique à un problème neurologique similaire à la sclérose en plaques. Selon des rapports de police, Martine a déjà menacé de mettre fin à ses jours plusieurs fois depuis son mariage avec Michel. La première fois, c'était en 1994, après avoir été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une patiente du centre de santé de la Brigham Young University. La seconde, c'était en 2000, quand il a été pris la main dans le sac, ou plutôt au paquet, par sa femme, alors qu'il regardait du contenu pour adultes. En réponse, il a menacé de sauter la vie et de tuer Michel avec un couteau de boucher. Mais se faire piquer ne lui a visiblement pas servi de leçon, parce que 2 ans après, rebelote, même situation et même manière de se raccrocher aux branches. Ensuite, Martine a une 3e fois menacé de mettre fin à ses jours, ce qui signifie clairement qu'en réalité, il était loin d'être aussi stable qu'il le laissait paraître en public. Son masque commence à tomber et ce n'est pas joli. Pourtant, ce n'est là que le début des macabres révélations le concernant. Début octobre 2010, le docteur Todd Gray, médecin légiste en chef de l'État de l'Utah, procède à une révision du rapport toxicologique édité après la mort de Michel. Il constate qu'aucun des médicaments retrouvés dans son corps n'était présent à des niveaux toxiques. En revanche, la combinaison de plusieurs d'entre eux a pu entraîner une sédation et une arythmie cardiaque, aboutissant à un infarctus. C'est grâce à cette révision que la cause du décès de Michel est modifiée le 6 octobre 2010. Elle passe de naturelle à indéterminée, puis elle est redéfinie comme étant due aux effets combinés d'une maladie cardiaque et d'une toxicité médicamenteuse. Lors de l'enquête, un cardiologue témoigne du fait que l'inflammation du cœur de Michel était bénigne et pas assez grave pour présenter un risque significatif de mort cardiaque. Un expert en pathologie affirme de son côté qu'il n'y avait aucune preuve de myocardite. Ce faisant, il remet en question la détermination initiale de la cause du décès. Il suggère qu'une noyade pourrait en être responsable, en citant 5 points clés. Durant le massage cardiaque qui lui a été administré, Michel a régurgité d'importantes quantités d'eau. De l'eau a également été trouvée dans ses voies respiratoires, ce qui prouve qu'elle en avait inhalé. Les poumons de Michel étaient 2 fois plus lourds que des poumons normaux, parce qu'il y avait de l'eau dans ses cavités pulmonaires. Pour finir, son sang montrait une dilution significative, un phénomène associé à l'inhalation de l'eau qui entre ensuite dans les vaisseaux sanguins et circule dans tout le corps. Tous ces éléments, combinés au comportement suspect de Martine et à sa relation avec Gypsy, conduisent les autorités à l'inculper du meurtre de Michel le 24 août 2012. À ce moment, il est également accusé d'entrave à la justice. Et tout ça se passe 1 mois après sa sortie de prison pour vol d'identité. Rapidement, la théorie des procureurs prend forme. Martine aurait planifié de tuer sa femme des mois à l'avance et manipulé pour qu'elle subisse un lifting facial. Le tout en sachant que les médicaments post-opératoires pourraient être utilisés pour faciliter son meurtre. Le jour des faits, il l'aurait drogué avec, puis noyé dans la baignoire de leur maison. Le mobile, pouvoir vivre pleinement sa relation avec Gypsy sans avoir à divorcer
et à s'embêter avec de la paperasse. Le matin du 11 avril 2007, Martin s'est bien rendu au travail. Mais il en est parti à 9h30. Et plus personne ne l'a aperçu avant 11h, heure à laquelle il s'est brièvement présenté à une foire locale sur la sécurité, où il a d'ailleurs insisté pour être photographié, sûrement dans le but de se constituer un alibi. Mais photo ou non, entre 9h30 et 11h, personne ne sait ce qu'il a fait. Après avoir quitté le travail, il est donc vraisemblablement rentré chez lui pour droguer et noyer Michel. Puis il est allé à la foire avant de passer chercher Ada à l'école. La suite, vous la connaissez. L'enquête a révélé que le jour du décès de Michel, il y avait eu plusieurs incohérences dans les allégations et le comportement de Martin. Déjà, pour commencer, il dit à la police que lorsqu'il a trouvé sa femme dans la salle de bain, seule la partie inférieure de son corps était hors de la baignoire. Or, si vous vous souvenez bien, il a dit à l'opératrice du 911 qu'il n'arrivait pas à l'en sortir. Martin s'est contredit. Et seule sa seconde version cadre avec celle des voisins et d'Ada. Tous ont affirmé avoir vu Michel allongée sur le dos dans la baignoire, la tête positionnée sous le robinet. Elle était partiellement dénudée, encore vêtue d'une chemise à manches longues. Mais si elle avait vraiment glissé après avoir pris un bain, pourquoi avait-elle toujours son haut? De plus, étant donné qu'il allait régulièrement à la salle de sport et qu'il s'entraînait dur, comment est-il possible que Martin n'ait pas réussi à sortir Michel de la baignoire tout seul? Autre détail bizarre, son appel au 911 a été particulièrement chaotique. Martin semblait anormalement confus. Il a d'abord donné une mauvaise adresse et a raccroché à 2 reprises, en hurlant sur l'opératrice. Un comportement franchement inhabituel de la part d'un médecin, censé pouvoir garder son sang-froid dans une situation d'urgence. Plus accablant encore, les voisins venus pour l'aider ont remarqué que Martin avait tout l'air de pratiquer son massage cardiaque de manière incorrecte. Ce qui, encore une fois, venant d'un médecin, même fraudeur, est un peu un comble. Un témoin a rapporté que lorsque Martin se penchait vers Michel pour lui faire du bouche à bouche, à aucun moment, sa bouche n'est entrée en contact avec la sienne. Ce n'est que quand les ambulanciers ont pris le relais que la victime a recraché de l'eau et regagné en couleur, alors qu'elle était bleue auparavant. Des éléments qui suggèrent que le massage cardiaque n'avait pas été sérieusement effectué avant leur arrivée. Ces détails, initialement considérés comme les conséquences d'une situation très stressante, prennent une toute autre dimension à la lumière des autres découvertes. Le procès de Martin McNeil s'ouvre le 17 octobre 2013. Les débats durent 3 semaines. Durant lesquels l'accusation présente un dossier béton contre le soi-disant médecin. Durant le procès, Anna Waltall, une ex-maîtresse de Martin, témoigne et dit qu'il lui a décrit des méthodes pour tuer quelqu'un de façon à ce que ça passe pour une mort naturelle. La cour entend également les récits de 4 personnes qui ont un temps été emprisonnées avec lui, quand il purgeait sa peine pour vol d'identité. L'une d'elles affirme avoir vu une émission de télévision sur Martin en prison et l'avoir questionné au sujet du meurtre de sa femme. Initialement réticent à entrer dans les détails, il aurait plus tard admis avoir donné à Michel du Percocet et des somnifères. Puis il l'aurait placée dans la baignoire avant de maintenir sa tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Un témoignage accablant puisque, a priori, ce détenu n'aurait pas dû connaître ces détails. Un autre détenu dit avoir interrogé Martin sur sa femme, ce à quoi il aurait répondu qu'elle n'aurait pas voulu qu'il continue à la tromper, avant de terminer par un charmant « la salope s'est noyée ». Martin se serait également vanté en affirmant que les autorités ne seraient pas en mesure de prouver sa culpabilité, notamment parce que les médicaments avaient été prescrits. Dans la nuit du 9 novembre 2013, après 11 heures de délibération, le jury déclare l'homme de 57 ans coupable du meurtre avec préméditation de Michel et d'entrave à la justice. Martin est renvoyé en prison en attendant l'annonce de sa sentence, et le mois suivant, il tente de sauter la vie, en s'ouvrant les veines avec une lame de rasoir. Il faut dire que les problèmes s'accumulent pour lui, quand on sait qu'en plus d'avoir tué sa femme, il a aussi agressé sexuellement sa fille. En effet, dans le même temps, il fait face à des accusations supplémentaires d'abus sexuels sur Alexis, qui aurait eu lieu 5 semaines après la mort de Michel. Le 19 septembre 2014, Martin est condamné à une peine d'emprisonnement allant de 15 ans à perpétuité, pour meurtre avec préméditation. À ceci vient s'ajouter une seconde peine de 1 à 15 ans de prison pour entrave à la justice. Le type a vraiment tout pour plaire. Meurtrier, escroc, voleur et délinquant sexuel. Le gendre idéal. Pour l'agression sexuelle commise sur sa fille, Martin écope de la même sentence que pour entrave à la justice. Il doit purger chacune de ses peines consécutivement, ce qui signifie qu'il ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant au moins 17 ans, soit en 2031,
à l'âge de 75 ans. Petit détail, le mandat d'arrêt de Martine contenait une allégation explosive de l'une de ses ex, qui n'a toutefois pas été utilisée durant son procès. Selon cette femme, il aurait également tué son frère, Rufus, et même tenté de s'en prendre à sa mère. Les enquêteurs ont confirmé que Rufus a effectivement été retrouvé mort dans une baignoire en 1986. Simplement, même si la coïncidence est troublante, Martine n'a apparemment fait l'objet d'aucune enquête à l'époque. Gypsy n'a quant à elle pas été inquiétée concernant le meurtre de Michel, bien que certains des proches de la victime aient soupçonné son implication, et que même sa propre famille l'en pense capable. Il se trouve qu'elle a un alibi. Elle a affirmé qu'elle n'était pas informée que Martine comptait tuer sa femme, et qu'elle est restée persuadée qu'il s'agissait d'un accident jusqu'à son arrestation. Le concerné fait appel de sa condamnation, mais il perd. Et le 9 avril 2017, soit 2 ans et demi après l'annonce de sa sentence, il met donc fin à ses jours en prison, à l'âge de 61 ans. Pour sauter la vie, il a utilisé un tuyau et une conduite de gaz naturel qui alimentait un radiateur de la serre de l'établissement pénitentiaire. Un autre aspect tragique de cette histoire, c'est la mort de Damian, le seul fils de Martine et Michel. Le 16 janvier 2010, alors que l'enquête était encore en cours, le jeune homme âgé de 24 ans, qui étudiait le droit, s'est donné la mort par overdose médicamenteuse. Avant son décès, le bureau du procureur du comté de l'Utah avait envoyé une lettre assez peu rassurante à sa faculté. Elle indiquait que les enquêteurs considéraient Damian comme potentiellement dangereux pour les autres étudiants et le personnel. Selon eux, il avait des pulsions meurtrières et discutait des joies de tuer. Damian était présent à Pleasant Grove le jour de la mort de sa mère et, accompagné de sa petite amie, il aurait apparemment aidé son père à se débarrasser des médicaments. Sa copine a d'ailleurs affirmé que certains flacons étaient quasiment vides à ce moment-là. En tout état de cause, même s'il a été condamné pour ses crimes, Martine a choisi d'emporter ses secrets avec lui, en fuyant lâchement les conséquences de ses actes. Et si les investigations ont pu aboutir, c'est uniquement grâce à l'inlassable persévérance de la famille de Michel. Dès l'instant où ils ont appris sa mort, ses proches ont soupçonné un acte criminel. Et quand on connaît les détails de son intimité, le suspect était tout désigné. La victime, elle-même, semblait avoir pressenti sa triste fin, comme en témoigne ce qu'elle avait dit à sa fille, à peine quelques jours avant sa mort. Les impressionnants diplômes de Martine et sa position respectable dans la communauté n'étaient en réalité que du flanc, et là pour cacher la facette la plus sombre de sa personnalité. Voici pour cette affaire complètement barrée, je vous avais dit que c'était rempli de vices. Bref, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez docteur en commentaire. Si vous avez oublié de vous abonner ou de liker la vidéo, c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.